Avant que tu ne sois absorbé par cette conférence fascinante sur les champignons, bienvenue sur la chaîne Zenonature. Ici, on diffuse le savoir gratuitement. Et donc, si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner à la chaîne et éventuellement à laisser un commentaire. Si tout ça t'a plu, je te laisse tout de suite avec ma conférence pour le festival Jardin Jardin de 2025. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence qui va avoir pour thème les champignons médicinaux. J'ai choisi en fait de vous parler des champignons médicinaux dans un spectre très large parce qu'on ne sait pas bien aujourd'hui à quel niveau finalement est-ce que les champignons impactent notre santé. Donc j'ai choisi d'aborder le sujet avec un cadre déjà écologique et puis ensuite de rentrer dans les détails de quelles sont les propriétés, quelles sont les molécules des champignons, quelles sont ces molécules qui peuvent nous aider pour notre santé, notre bien-être au quotidien. Donc voilà, on est parti pour un grand tour du règne fongique, qui est donc un règne différent du règne végétal, mais qui, vous allez le voir, en fait, sont extrêmement imbriqués les uns les autres et qui sont comme deux faces d'une même pièce. Alors qu'est-ce qu'un champignon? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori erronés sur les champignons. On se penche toujours sur les champignons comme étant cet être à chapeau avec un pied, et en fait le champignon c'est pas ça. Parce que le chapeau et le pied du champignon c'est simplement sa structure sexuelle qu'on appelle le carpophore, et la partie végétative, c'est-à-dire la partie pérenne, la partie qui va rester, c'est la partie que vous voyez juste ici sur cette photo, ce qu'on appelle le mycélium. Et le mycélium, c'est cet enchevêtrement de filaments qui sont pour la plupart extrêmement fins. Le mycélium de truffe par exemple est 5 fois plus fin que les cheveux, et le mycélium il va avoir cette capacité à coloniser son milieu. Et donc là je vous ai mis un titre Be Fungi My Friend, c'est en référence à Bruce Lee qui dit Be Water My Friend dans un des films. Et en fait les champignons ont cette caractéristique qui est relativement similaire à l'eau, c'est-à-dire qu'en fait ils vont littéralement prendre la forme de leur environnement. Parce que vous avez des champignons qui vont donc pousser dans des troncs d'arbres, vous avez des champignons qui vont pousser dans le sol, sous les feuilles mortes, etc. Et vous allez avoir également des champignons un peu plus étonnants qui vont parasiter les insectes, mais ça je vous le présente tout de suite après. Alors du coup le mycélium, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a cette idée du champignon comme quelque chose d'un peu étrange, magique, qui apparaît en une journée, qui disparaît en autant de temps. Mais si on parle du mycélium, c'est-à-dire cette partie végétative, la partie du champignon qui va, elle, rester en permanence en vie, même quand le champignon disparaît, eh bien, le mycélium, il a des propriétés absolument incroyables. Et donc là, sur ce diaporama, en fait, je souhaitais vous montrer à quel point est-ce que le champignon, finalement, est proche de nous, les êtres humains, est proche de nous, les animaux. Je vous ai fait un petit schéma avec différentes fonctions du mycélium. On a bien évidemment la fonction de reproduction. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le champignon va faire une structure sexuelle qu'on appelle donc le carpophore, et il va émettre des spores pour pouvoir se reproduire. On a une fonction de coopération, et donc là, c'est tout ce que vous allez avoir autour des mycorhizes. Donc vous avez tous entendu parler que les plantes parlent à travers les champignons. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne, et je vais y revenir dans la diapositive suivante. Vous avez, et là on va passer dans des choses beaucoup plus étonnantes, vous avez également une fonction visuelle du champignon. Parce que le champignon, il est équipé de photorécepteurs, c'est-à-dire de cellules qui sont capables de percevoir les photons. Et ça, en fait, ça lui donne une capacité à voir un peu comme nos yeux. On a également une fonction de recherche, puisque le mycélium, qui est donc l'enchevêtrement des ifs, des ramifications, des filaments du champignon, va explorer son environnement. On a également une fonction d'attaque, et donc là je vous ai mis un champignon entomopathogène, donc ce sont des champignons qui sont capables de coloniser des insectes, de prendre le contrôle de leur psyché finalement, de leur esprit, et de littéralement maîtriser leur comportement. Et donc le champignon a une fonction comme ça d'attaque ou de défense. On a également une fonction identitaire, parce qu'en fait les champignons, ils vont se rencontrer, et ils doivent savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du moi, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'autre. Et donc ça c'est la base d'une fonction immunitaire pour ensuite pouvoir se taper dessus. Donc là ici vous avez une production en fait des champignons de molécules qui sont d'intérêt pharmaceutique, mais qui sont à la base produites par le champignon pour pouvoir maximiser sa colonisation de l'environnement. Et là on arrive sur quelque chose d'encore plus incroyable, c'est que le champignon c'est un petit peu comme un proto-cerveau, c'est-à-dire que à mesure qu'il s'étend, il va devoir communiquer au sein de son propre réseau, mais aussi communiquer avec tous les éléments qui l'entourent. Donc quand on parle avec les plantes, il y a une communication entre plantes et champignons. Donc on a cette fonction de communication par les champignons qui passe finalement par à peu près les mêmes systèmes que chez nous les êtres humains, c'est-à-dire que les champignons vont avoir
des sortes d'hormones, des molécules qui vont voyager au travers de leurs ifs, au travers de leurs tuyaux, mais ils vont avoir également une fonction nerveuse, c'est-à-dire que les ifs sont d'une certaine manière myélinisés, c'est-à-dire qu'ils sont isolés pour pouvoir conduire des influx électriques et pouvoir communiquer comme ça sur des plus longues distances et beaucoup plus rapidement. Donc on reviendra sur ces aspects-là et leur intérêt. Et puis également, le champignon, il a, et ça c'est aussi assez incroyable, il a une capacité à goûter son environnement. Donc un peu comme nous, il est capable de sentir les molécules olfactives et de goûter son environnement. Et puis enfin, une fonction qui elle est bien connue des champignons, c'est la fonction de recyclage. Parce qu'effectivement, dans la nature, il y a énormément de déchets qui sont produits. La photosynthèse séquestre chaque année 100 gigatonnes de carbone, donc c'est absolument colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, l'excédent que les êtres humains produisent est de l'ordre de entre 2,5 et 5 gigatonnes. Et les plantes absorbent tous les ans 100 gigatonnes de CO2 de l'atmosphère. Et on estime qu'on a une réserve de 750 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas de fonction de recyclage dans les écosystèmes essentiellement assurés par les champignons, en 7 ans, la photosynthèse s'arrête et donc on n'aurait plus de vie végétale. Alors maintenant, quels sont les modes de vie des champignons? Parce que c'est un peu comme chez les animaux. Chez les animaux, on a des parasites, on a des symbiotiques, on a des prédateurs, on a des herbivores. Et donc on a cette même diversité finalement au sein du règne fongique, avec plein de modes de vie des champignons. Et donc je vous parlais tout à l'heure des entomopathogènes. Donc on voit ici un entomopathogène. Celui-ci s'appelle Ophiocordyceps unilateralis. Et c'est un champignon qui vient parasiter le comportement d'une fourmi. Alors je vous engage à vous renseigner sur ce phénomène, c'est absolument incroyable. Je vais vous l'expliquer assez brièvement, mais le champignon vient coloniser à l'aide d'un spore une fourmi. Son mycélium va se développer à l'intérieur du corps et bizarrement, il va éviter le système nerveux de la fourmi. Il va coloniser tous ses muscles, etc. Et il va créer finalement un système nerveux en parallèle de celui de la fourmi. Et ensuite, il va inonder l'organisme avec des messagers chimiques qui vont être par exemple des molécules psychédéliques et qui va altérer la perception et le comportement de la fourmi. Et au final, il va réussir à manipuler l'intégralité de son corps, la faire bouger sur une feuille, la faire serrer les mandibules pour pouvoir se fixer. Et une fois qu'il s'est assuré que la fourmi est bien fixée, et bien en fait, tous les Ophiocordyceps unilateralis, ils vont se mettre en harmonie et tous, à une heure exactement précise, ils vont tuer leur hôte, tuer la fourmi, et ils vont commencer à émettre ce petit carpophore que vous voyez sortir là, pour émettre des spores. Et les spores, bien évidemment, ils ont fait attention à ce que la fourmi, elle soit au-dessus d'une ligne de passage, pour que les spores aient une chance de toucher une autre fourmi et de pouvoir coloniser. Et il y a même un bonus, c'est que si le spore n'est pas tombé sur une fourmi, ou n'a pas réussi à capturer une fourmi du premier coup, il fait une espèce de nouveau spore qui lui va être gluant, collant, ou si une fourmi marche dessus, eh bien elle est contaminée. Donc c'est absolument dingue ce qui se passe autour de des champignons entomopathogènes. Il y a plein d'applications de ces champignons, notamment pour l'apiculture, puisqu'on essaie de trouver des champignons entomopathogènes qui seraient spécifiques de la mythe varroa par exemple, pour pouvoir éviter d'utiliser tout un tas de cochonneries pour pouvoir traiter tous les virus qui sont transmis finalement par la mythe varroa. On a ensuite d'autres modes de vie fongiques qui sont absolument spectaculaires. Vous avez ici un monsieur, c'est un champignon qui pousse au Guatemala, et c'est le plus gros carpophore, la plus grosse structure sexuelle champignon au monde. Vous voyez qu'il est absolument gigantesque, ça peut faire jusqu'à 1,20 m, et ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les termites. En fait, ce sont littéralement les termites qui cultivent le champignon. Ils vont créer ce qu'on appelle des meules de culture, ils vont ramener, ils vont broyer, manger du bois, et quand ils vont faire leur déjection, ça va servir de substrat de culture pour le champignon. Et les termites aussi, en produisant ces énormes termitières, vont réguler l'humidité et la température à l'intérieur de la termitière pour favoriser exactement les conditions de culture du champignon. C'est pour ça qu'on a des champignons qui sont absolument énormes dans ce cas-là. Et petit bonus, la plupart du temps, ils sont comestibles. Il y a une grande famille qu'on appelle les Termitomyces, donc vous avez termites et mycètes champignons, les champignons des termites, et les champignons des termites, pour la plupart, sont comestibles. On a ensuite juste à côté une autre catégorie de champignons, de petits fongis, qui sont encore très peu étudiés, mais qui sont extrêmement intéressants. Vous les voyez juste ici avec des petits filaments, ce qu'on appelle les champignons endophytes. Alors les champignons endophytes, en fait, ils font partie du microbiote de la plante.
ils ne sont pas mycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans la racine, mais ils vont être présents par exemple dans les feuilles, ils vont être présents dans les écorces, ils vont être présents dans les racines, mais pas rentrer directement dedans. Et ces champignons, en fait, ils vont participer au métabolisme de la plante et à la défendre. Et donc, dans les applications de ces champignons endophytes, je vais vous en parler simplement de deux. Vous avez une plante qui est extrêmement toxique, c'est l'if. Et en fait, l'if héberge énormément de ces champignons endophytes. Et vous avez une molécule qui a été extraite d'un champignon endophyte de l'if, qui s'appelle le Taxol ou paclitaxel. Et cette molécule, en fait, est utilisée aujourd'hui comme traitement contre le cancer. Et puis, vous avez également des applications pour ces champignons endophytes dans la culture du cacao. Parce que figurez-vous, quand on cultive le cacao, avant on trouvait ça pas très propre de laisser les feuilles mortes sur le sol, et donc les cultivateurs en fait ont eu la bonne idée de retirer les feuilles en se disant ce sera mieux, il y aura moins d'insectes potentiellement nuisibles qui vont rester sous les feuilles, etc. Et finalement, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça avait l'effet complètement opposé. Et bien évidemment, comme c'est une culture d'intérêt économique, eh bien on s'est demandé pourquoi est-ce que ça a été dommageable au cacao de retirer les feuilles. Et la raison en était que quand on retire les feuilles mortes du cacao, en fait, ces feuilles, elles contiennent ces champignons endophytes, et en fait, elles inoculent finalement les nouvelles feuilles qui poussent avec ces champignons endophytes, ce qui permet à ces champignons du coup de prendre place et d'éviter que des pathogènes se développent. Et puis enfin, la grande catégorie dont vous avez probablement tous entendu parler, c'est bien évidemment les mycorhizes. Et donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a deux catégories de mycorhizes. Vous avez les ectomycorhizes, donc à l'extérieur, qui forment cette chaussette, et endomycorhizes, donc à l'intérieur, qui forment en fait une arbuscule. Donc on appelle aussi les mycorhizes arbusculaires. Vous avez donc les ifs, les filaments du champignon qui rentrent pratiquement dans la cellule. Et en fait, cette structure permet de créer un espèce de marché à huis clos entre plante et champignon, qui va permettre donc de nourrir la plante, puisqu'en fait, le champignon va apporter à la plante des sels minéraux, de l'azote, du phosphore, de l'eau également, en échange de quoi la plante va rétribuer le champignon avec des sucres et des acides gras issus de la photosynthèse. Alors comment est-ce que c'est apparu finalement cette symbiose entre plante et champignon? Eh bien en fait c'est quelque chose qui est extrêmement vieux et qui a complètement façonné le monde qui nous entoure. Parce qu'aujourd'hui on a pour coutume, on est tellement habitué à voir des végétaux complètement gigantesques, je vois un chêne juste là-bas qui est devenu du coup très très grand, qu'on a l'impression que les continents ont toujours été comme ça, mais finalement les continents, ça fait extrêmement peu de temps qu'ils ressemblent à ça. En fait, si on prend l'émergence de la vie sur Terre, on estime que la planète elle a 4,5-4,6 milliards d'années. Aujourd'hui, les premières hypothèses nous disent que l'euca, le premier ancêtre unicellulaire commun à tous les eucaryotes, est apparu à peine quelques millions d'années après l'émergence de la planète. Et finalement, on voit que du coup, il y a plusieurs milliards d'années pendant lesquelles il se passe presque rien à l'échelle de la vie. Et c'est il y a environ 400-500 millions d'années qu'on a en fait une émergence de la vie sur les continents. Et comment est-ce que ça se produit? Eh bien en fait, vous aviez donc des algues photosynthétiques dans les océans, et ces algues-là, elles rêvaient d'aller sur les continents. Et elles rêvaient d'aller sur les continents pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que le CO2, il est beaucoup plus accessible, parce qu'il est contenu dans l'atmosphère et non pas dans l'eau, et que l'atmosphère dissout beaucoup mieux le CO2 que l'eau. Et la deuxième raison, c'est que bien évidemment, la lumière est aussi également beaucoup plus abondante, parce que vous savez que les océans, on les voit bleus, parce que justement, il y a ce filtre de l'eau qui absorbe en fait certaines ondes lumineuses, et donc vous avez une possibilité de faire beaucoup de photosynthèse à la surface, mais à mesure que vous descendez dans les profondeurs, eh bien, la photosynthèse devient de moins en moins efficace, alors que si vous sortez de l'eau, eh bien, vous avez une réserve lumineuse qui est beaucoup plus importante. Le seul problème, ou les seuls problèmes pour sortir de l'eau, c'est que si vous sortez de l'eau, vous allez vous dessécher. Donc il vous faut un accès à l'eau pour pouvoir vous revitaliser. Et puis l'autre problème, c'est que quand vous êtes dans les océans, vous avez un bouillon de culture avec énormément de minéraux, vous avez tout ce que vous voulez à disposition. Et ça, bien évidemment, quand vous sortez des continents, vous êtes dépendant de l'érosion des roches qui se produit du coup de manière relativement sporadique. Et donc il fallait un partenaire pour ces petites algues pour qu'elles puissent sortir de l'eau. Et c'est justement le champignon qui est devenu ce partenaire. Alors les ancêtres des champignons, on considère aujourd'hui que ce sont une catégorie de champignons qu'on appelle les chytridiomycètes, qui sont des petits champignons aquatiques. Et en fait, le premier rôle qu'on estime être des chytridiomycètes, c'est de former des espèces de toiles d'araignée au fond des océans. Ce qui fait que quand les algues photosynthétiques mouraient, elles décantaient au fond de l'océan, elles étaient capturées par le champignon et digérées. Et donc le champignon a toujours eu ce rôle de digestion. Et en fait, ce rôle de digestion, on va voir qu'à mesure de l'évolution, il s'est perfectionné.
Donc voilà, on a l'apparition des premières formes végétales grâce aux champignons. Et je voudrais attirer votre attention sur un point, parce que là, on a une représentation des aglaophytons. Vous voyez que c'est une plante qui n'a ni racines, ni feuilles. Et donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que l'identité de la plante, elle est presque plus liée à la présence de champignons qu'à la présence de racines ou de feuilles. Et ça, c'est absolument capital de le comprendre, puisque aujourd'hui, on a basé notre agriculture sur des méthodes de culture qui ne prennent absolument pas en compte le champignon. J'ai fait une école agricole, j'ai fait une fac de bio, et je peux vous dire qu'on ne m'a jamais parlé des champignons. Et ça, je trouve que c'est absolument dommageable dans notre perception du monde. Alors quel est le rôle aujourd'hui des mycorhizes ? Parce que si elles ont eu un rôle aussi fondamental, on sait que l'évolution c'est un processus qui est conservateur, et donc qui conserve ce qui fonctionne et qui construit par-dessus. Et il y a des chercheurs qui sont intéressés à savoir finalement à quoi ressemblerait notre monde sans les mycorhizes. Alors encore une fois, vous comprendrez que c'est un raisonnement qui est absolument abstrait, puisque si on revient à l'origine, il n'y aurait carrément pas de plantes sans les mycorhizes. Mais aujourd'hui encore, 95% des végétaux, entre 95 et 90% des végétaux sont mycorhizés, c'est-à-dire qu'ils font toujours appel au service du champignon pour exister. Et le champignon, en fait, donne à la plante une adaptabilité au sol, parce que le calcaire est un poison pour la plante. Donc même les plantes qui sont tolérantes au calcaire, en fait, elles ne le sont que via la symbiose mycorhizienne, que parce que le champignon les aide à retirer, à supprimer le calcaire. On a aussi une adaptabilité au sol, donc on a dit que le champignon apportait de l'eau aux végétaux. C'est notamment le cas de la truffe, qui est un champignon qui aime bien en général les zones assez arides. Et donc il y a beaucoup de plantes en fait, qui ne pourraient pas résister à certains types de sols sans les champignons. Vous avez aussi un rôle du champignon pour évacuer tous les métaux lourds. Donc ça, c'est un pan qu'on appelle aujourd'hui la mycoremédiation. On va utiliser des champignons en fait, pour venir soigner les sols et notamment éviter les métaux lourds. On a aussi un phénomène de lutte contre les pathogènes, parce qu'en fait, malgré qu'on soit en symbiose entre la plante et le champignon, la plante elle se méfie quand même, et donc en prévenance, elle va synthétiser tout un tas de composés qu'elle va stocker dans les vacuoles des cellules, et ces composés en fait vont permettre à la plante d'être plus résistante à tous les autres pathogènes. Donc quand vous avez une plante mycorhizée, vous avez une plante qui est beaucoup plus résistante. La résistance au stress hydrique, on en a parlé. Et puis, vous avez un impact sur les métabolites secondaires. Donc là, les métabolites secondaires, c'est tout ce qui va former les arômes, tout ce qui va former l'aspect organoleptique des végétaux. Donc on a fait plein d'essais, par exemple, avec les fraises. Et en fait, en fonction du champignon que vous allez donner à la fraise, vous allez des fois avoir des fraises plus grosses, vous allez avoir des fraises plus rouges, vous allez avoir des fraises plus parfumées. Et ça, c'est applicable, par exemple, dans le domaine de la plante à parfum, où vous allez pouvoir sélectionner une espèce chimique, par exemple, je sais pas moi, le limonène, et vous allez pouvoir trouver comme ça un champignon mycorhizien qui va vous permettre de maximiser le taux de cette molécule dans votre plante. L'apport donc de azote, phosphore et d'eau, je l'ai déjà un peu évoqué, et ça c'est absolument capital parce qu'en fait le phosphore c'est une ressource qui est extrêmement rare sur notre planète. On en a beaucoup dans les eaux, donc je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple les carrières de phosphate au Maroc, parce que c'était une ancienne mer qui s'est asséchée, donc il y a énormément d'eau qui se sont colmatées à cet endroit, et donc vous avez des minéraux qui se sont formés avec beaucoup de phosphate, et donc aujourd'hui le Maroc c'est un des plus gros exportateurs de phosphate, et donc c'est la base aujourd'hui de notre agriculture, puisqu'encore une fois, comme je vous le disais, on a une agriculture qui aujourd'hui ne considère pas le rôle primordial des champignons pour la survie des plantes, et en fait pendant très très longtemps, dans l'émergence des plantes, ça a été le facteur limitant. Le fait que les végétaux n'aient pas accès à la phosphate, c'était le facteur limitant qui faisait que les plantes, en fait, elles restaient sous des formes de vie qui étaient relativement sommaires, avec des thalles, des mouches, des lichens, etc. Et finalement, quand le champignon a débloqué le verrou phosphore, c'est là qu'on a commencé à avoir d'énormes végétaux. Alors nous y voici aux énormes végétaux, vous reconnaissez des fougères arborescentes qui étaient du coup là il y a énormément 300 millions d'années. Donc on peut voir qu'en 100 millions d'années, on a quand même eu beaucoup de transformations entre les aglaophytons et là les fougères arbustives. Et là on arrive à un problème de champignons. On arrive à un problème de champignons parce que à cette période-là, vous avez un supercontinent qui s'appelle la Pangée. Et la Pangée, en fait, elle est majoritairement située au niveau de l'équateur, donc on a énormément d'activité de la photosynthèse. Et puis vous avez aussi beaucoup de zones marécageuses. Et le problème, c'est quand vous avez des marécages, vous avez cette matière organique qui va tomber sous l'eau. Et sous l'eau, en fait, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et malheureusement, le champignon, il respire comme nous. Et donc il a besoin d'oxygène pour dégrader la matière organique. Il a besoin d'oxygène pour dégrader le bois. Et je souligne qu'en fait, le champignon
Aujourd'hui, c'est le seul organisme qu'on connaisse qui dégrade réellement la lignine. Parce qu'en fait, même les insectes qu'on appelle xylophages, et ben en fait, la plupart du temps, ils dégradent le champignon qui est présent dans la lignine et qui est en train de la décomposer. Vous avez également les termites qui ont des symbioses avec des champignons à l'intérieur de leur estomac, et c'est ces champignons-là finalement qui leur donnent la possibilité de dégrader le bois. Donc aujourd'hui, les champignons sont les seuls à pouvoir dégrader le bois. Donc vous imaginez que si on n'avait pas de champignons, en fait là, on serait tous en train de vivre dans une espèce de montagne de déchets. Et encore une fois, si je reviens encore en arrière, et je vous disais qu'il y avait 750 gigatonnes de réserves de CO2 dans l'atmosphère, et bien en fait, ces 750 gigatonnes, elles se retrouvaient très vite piégées dans des polymères comme la lignine, et on n'aurait plus de CO2, plus d'effet de serre, la planète deviendrait un glaçon, et bref, ça serait pas très marrant. Avec ça, je pense qu'on est plutôt équipé pour comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle notre planète la planète Terre et pas la planète mer. Parce que c'est vrai que c'est pas très logique, on a 60% d'océan sur notre planète, on a 70 km d'atmosphère au-dessus de nos têtes, et on a par endroit un peu de sol arable. On considère que les terres arables c'est 3% de la planète, et ça on s'en rend pas bien compte quand on est en France, parce que on a des belles pâtures en Normandie, on a des terres plates, etc. Mais si vous voyagez un petit peu, vous vous rendrez compte que dans énormément d'endroits du monde, vous avez énormément de montagnes, vous avez des déserts, vous avez des zones en fait où c'est quasiment impossible de cultiver. Et donc la terre est absolument essentielle, et en fait c'est elle qui permet l'ancrage de l'homme, et c'est avec l'ancrage de l'homme que vous avez le développement de la comptabilité. Donc l'écriture dit culture, et vous avez en fait une civilisation qui prend racine littéralement grâce au sol. Et donc c'est pour ça que vous avez ce lien étymologique également entre homme, humus. Donc homo c'est le terrestre, celui qui naît poussière et redeviendra poussière. Parce que effectivement le sol c'est le plus précieux atout de notre planète. On a cherché dans l'espace très loin, on a trouvé des planètes avec des cœurs de diamant, des planètes avec des veines d'or absolument fantastiques, et on n'a encore jamais trouvé une seule planète avec un arbre. Et comme on l'a vu, les arbres sont apparus grâce aux champignons. À méditer. C'est pas la fin de la conférence, mais... Il y a 250 millions d'années, on a l'apparition d'un type de mycorhizes, donc les ectomycorhizes, celles qui font des chaussettes à l'extérieur des racines. Et ces mycorhizes-là, en fait, je vous ai dit que les champignons, c'était à l'origine des organismes qui dégradaient du coup la matière. Ils dégradent en fait aussi les roches. Parce que ces ectomycorhizes-là, elles ont un pouvoir, un super pouvoir parmi les champignons, c'est qu'elles sont capables de tirer l'azote directement de sources organiques. Donc elles n'ont plus besoin de passer par l'action de minéralisation des bactéries, ce qui veut dire qu'elles vont pouvoir opérer dans des zones froides, ce qui fait que les végétaux vont pouvoir coloniser des zones beaucoup plus dans les terres, donc dans les montagnes, etc. Donc vous avez encore une expansion des végétaux, et vous avez également, ces champignons en fait, vont être capables de sécréter des acides organiques. Alors c'est pas du vinaigre, c'est de l'acide malique, celui que vous retrouvez dans les pommes par exemple, ou oxalique, dans les oxalates ou les oseilles. Et donc ces acides-là, en fait, vont dissoudre la roche, et ça va avoir pour effet incroyable d'augmenter la sédimentation. Vous allez avoir d'un coup beaucoup plus de minéraux qui vont aller vers l'océan, et comme ces minéraux sont abondants, vous allez avoir tout un tas de micro-algues, comme vous avez ici une très très belle diatomée, et ça va permettre en fait de faire ces blooms planctoniques. Et donc on entend souvent que les océans sont le poumon de la planète, et ça se joue toujours avec la forêt amazonienne. En fait, s'il n'y avait pas de forêt amazonienne ou de forêt tout court, on aurait moins de sédimentation, et donc le rôle de ces organismes aquatiques serait bien moindre. Donc encore une fois, on le doit aux champignons. Alors du coup, je voudrais vous parler dans cette même optique de l'hypothèse Ruddiman. Et l'hypothèse Ruddiman, en fait, elle est intéressante parce que jusqu'à l'Holocène, considère débuter il y a 12 000 ans, et bien en fait, la planète était sur une dynamique de refroidissement climatique. Parce qu'on l'a dit, on avait donc des plantes qui commencent à s'ériger toujours plus haut, de créer toujours plus de polymères comme la lignine, etc. Séquestrer toujours plus de carbone, et donc ça diminue l'effet de serre de notre planète, on a un refroidissement qui s'opère, et puis même au-delà de ça, les petites diatomées, elles ne sont pas les seules à utiliser les sédiments produits par les champignons. Vous allez avoir aussi tout ce qui est foraminifères, etc., qui ont un squelette en carbonate de calcium, CO3, donc il y a trois oxygènes, mais il y a du carbone dedans. Et donc vous allez avoir en fait la sédimentation qui va créer des roches qui séquestrent encore et encore du carbone. Donc vous allez avoir cette dynamique en fait de refroidissement climatique qui va être interrompue a priori, selon cette hypothèse Ruddiman, avec le début de l'activité humaine, puisque l'humain commence à cultiver des terres, et donc vous allez avoir par exemple dans les rizières formation de méthane, de gaz à effet de serre comme ça, et puis au-delà de ça vous allez avoir un début de labour qui va donc dégrader la couche d'humus et remettre du carbone dans le sol. Et donc cette hypothèse Ruddiman a dit que
l'intervention de l'homme sur le climat a débuté il y a beaucoup plus longtemps que notre industrialisation, mais qu'au début elle était plutôt positive pour la planète, puisqu'elle a permis de stabiliser le climat dans cette période de l'Holocène, où on a cessé en fait d'avoir ce refroidissement climatique. Alors du coup, tout est lié. Tout est lié. Alors c'est une citation prophète Isaïe qui dit « Toute chair est comme l'herbe, mais comme on l'a vu, toutes les herbes sont aussi des champignons. » Et donc on se rend compte que quand on adopte ce point de vue des champignons, on a ce triptyque de la vie avec une production de matière organique qui va être du coup broutée, dégradée, et puis ensuite ça retourne à la terre, et puis la terre est nourrie par les champignons, etc. Et donc on a ce lien en fait très fort dans l'écologie. Et du coup ma question c'est, peut-on réellement parler d'écologie sans parler d'harmonie, puisqu'il faut un équilibre entre toutes ces choses, et finalement quelle est notre place à nous également dans cette polarité? Je pense pas que l'humain ait aucun rôle à jouer là-dedans, bien au contraire. Et en fait finalement dans toute forme de symbiose, c'est deux faces d'une même pièce. On est sur un axe, on est sur une polarité, et on tend soit vers la symbiose, soit vers le parasitisme. Et pour vous donner un exemple, donc je vous disais que même les plantes qui étaient symbiotiques, elles préparaient un arsenal de défense contre le champignon à l'origine en synthétisant des molécules dans leur vacuole. Vous avez également nos mitochondries qui vivent à l'intérieur de nos cellules, qui sont a priori complètement bénéfiques, puisque sans elles on ne produirait pas d'énergie. Ces mitochondries, il arrive parfois qu'elles piratent notre organisme et qu'elles nous poussent à nous reproduire d'une manière à favoriser uniquement la lignée femelle. Parce qu'en réalité, les mitochondries possèdent leur propre ADN, et c'est uniquement la mère qui va transmettre les mitochondries à l'enfant. Et donc quand vous êtes individu mâle, la lignée est perdue. Donc voilà. Donc l'humanité en perte de lien, on penche très très fort sur la culture, sur la production d'outils techniques, etc. Et finalement, on en a un peu oublié notre lien avec la nature, et donc là je prends l'exemple de Dubaï. Ok, parlons des champignons et tout ce qu'ils peuvent finalement apporter aux êtres humains. Parce qu'il y a énormément de choses que les champignons savent faire de par leur mode de fonctionnement. Donc là je vous présente en fait les mycothèques. Alors j'ai mis mycothèque et mycothèque parce que vous avez ce besoin aujourd'hui de préserver la diversité fongique, puisque la diversité fongique possède différentes applications, et parmi ces applications, je vais vous en présenter quelques-unes. De tout temps en fait, l'homme a fait des partenariats avec les organismes vivants. Et donc vous avez juste ici un des premiers partenariats, si on peut dire, c'est le partenariat avec le cheval. Et je ne sais pas si vous saviez, mais les départements en France étaient conçus pour qu'on puisse les traverser en 24 heures à cheval. Donc ça c'est un exemple concret de comment est-ce qu'un partenariat avec un organisme a complètement transformé notre culture et a impacté jusqu'à nos cartes et notre perception du monde. On a juste en dessous un autre exemple de partenariat, vous avez ici une cave à vin, et je ne sais pas si vous saviez, mais avant il y avait deux types de vins. Il y avait les grands crus, et puis vous avez les vins de table. Et les vins de table, en fait, c'était des vins qui n'étaient pas très forts en alcool, mais qui avaient quand même de l'alcool, parce que l'alcool, ça permettait de stériliser l'eau. On n'avait pas tous les systèmes d'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie, etc. Et donc l'eau était complètement vicière, et donc du coup, on avait besoin de stériliser l'eau, parce que sinon, une diarrhée, c'était fini de vous, parce que vous vous déshydratez, etc. Et donc on avait ces vins de table, et ces vins de table, en fait, c'était ceux qui devenaient des piquettes. Parce qu'en fait, au printemps, quand vous avez l'augmentation de la température, vous avez une transformation, la fermentation, il n'y a pas assez d'alcool, donc vous avez une activité des bactéries acétiques qui transformaient l'alcool en vinaigre, et donc vous aviez un vin qui devenait piquant sous la langue, donc ça devenait une piquette. C'est pour ça que un vin de mauvaise qualité, on appelait ça une piquette. Les derniers trucs, ça c'est sympa. Vous avez donc Fusarium polycéphalol, plus connu sous le nom de blob, que vous avez probablement entendu parler. C'est pas un champignon à proprement parler, mais il a cette même forme de réseau, et donc cette capacité en fait à créer des chemins qui sont optimisés. Et donc en fait on a fait reproduire en, vous voyez, 26 heures à peu près, la carte du métro de Tokyo au blob, carte qu'il a fallu 6 mois à des ingénieurs civils pour établir. Eh bien le champignon l'a fait en 24 heures, enfin le blob l'a fait en 24 heures, avec beaucoup plus de tolérance aux erreurs. Donc en fait il a fait mieux en 24 heures qu'une armée d'ingénieurs civils ne l'ont fait en 6 mois. Et donc aujourd'hui on utilise ce blob pour créer des algorithmes, pour créer des logiciels qui permettent de créer des pièces comme la pièce que vous voyez en bleu sur la moto juste en haut, qui répartissent les forces et qui utilisent juste la bonne quantité de matière pour avoir une pièce qui soit la plus résistante possible en utilisant le moins de matière. Et par ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on retrouve également avec la Tour Eiffel, puisque la Tour Eiffel était un des premiers bâtiments bio-inspirés. Elle est bio-inspirée du col du fémur, et donc vous avez la Tour Eiffel en fait qui est une architecture extrêmement légère. Et là en fait, si on utilisait aujourd'hui un logiciel de ce type, on pourrait avoir une Tour Eiffel qui utilise encore moins de matière et qui est encore plus performante.
Donc aujourd'hui, en fait, on a cette relation où on sait qu'en fait, la qualité de notre alimentation impacte notre santé. C'est la citation d'Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le côté restitution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre aliment, il provient d'un environnement et que la qualité, la santé de notre environnement va directement nous impacter, nous, en tant qu'êtres humains. Et aujourd'hui, il nous manque complètement cette phase de restitution. Donc ça commence à venir, mais vous voyez qu'en fait, on a encore beaucoup de mal à répartir les flux qui arrivent de matière organique, qui arrivent, qu'on va consommer, on va faire du compost, etc. Mais on a du mal à les répartir de nouveau dans les campagnes. Et donc, en fait, on perd de la fertilité, ou en tout cas, la fertilité se concentre dans les villes. Et c'est là, finalement, où on cultive le moins d'alimentation. Donc on a tout un travail à faire là-dessus, et je vais vous montrer à quel point les champignons en fait, peuvent nous aider là-dedans et à quel point c'est nécessaire. Parlons de l'ergothionéine. L'ergothionéine, en fait, c'est un dérivé d'acide aminé qu'on appelle aujourd'hui la vitamine anti-âge. On l'appelle la vitamine anti-âge parce qu'en fait, elle a un rôle antioxydant qui est primordial dans notre organisme. Toutes nos cellules utilisent l'ergothionéine, toutes les plantes utilisent l'ergothionéine, tous les animaux utilisent l'ergothionéine. Pas facile à dire tout ça. Et en fait, l'ergothionéine, les seuls à pouvoir la synthétiser, ce sont les champignons et certains types de bactéries marginalement. Et donc, on se rend compte que c'est la vie du sol finalement qui permet de synthétiser cette ergothionéine. Et donc, tous les autres organismes, en fait, la capturent de leur environnement. Et donc, la qualité de notre sol, en fait, elle est directement impactée par nos pratiques culturelles. Et donc, c'est exactement ce qu'a démontré une étude qui a fait 2 cultures de sol différents, une avec labour, une sans labour, et en fait ce qu'on se rend compte c'est que quand c'est cultivé avec labour, on a 30% de moins d'ergothionéine. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait l'ergothionéine? Et bien en fait on s'est rendu compte que dans l'apparition de toutes les maladies liées à l'âge, par exemple la cataracte, ou les maladies inflammatoires comme maladie de Crohn, vous avez aussi les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, et bien systématiquement quand on fait des tests, alors ça a été fait à Singapour par exemple, on prend 2 groupes de personnes âgées, on leur fait des tests de force dans la poigne, on leur donne des tests de est-ce que quand vous levez le matin, vous avez plutôt la pêche ou pas du tout. Et quand on les répartit en 2 groupes, c'est-à-dire les personnes âgées qui sont en bonne santé et celles qui sont en moins bonne santé, et qu'ensuite on teste leur taux d'ergothionéine dans le plasma, et en fait on se rend compte que effectivement le groupe qui est en bonne santé consomme des champignons souvent, et surtout a des meilleurs taux d'ergothionéine. Et donc en fait la meilleure source alimentaire de cette ergothionéine, ce sont les champignons, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de la synthèse de cette molécule. Donc plutôt intéressant, vous en conviendrez. Désolé de t'interrompre pendant que tu regardais cette conférence, mais je dois te parler de quelque chose. J'ai lancé il y a 1 an ma marque de compléments alimentaires à base de champignons médicinaux et récemment on a sorti 3 nouveaux produits. C'est des compléments alimentaires absolument révolutionnaires de champignons médicinaux conservés dans du miel. C'est des recettes qui sont absolument succulentes et vous avez ici une recette au cordyceps, le champignon de l'énergie. On a ensuite une recette au reishi, le champignon contre l'anxiété et pour réparer son sommeil. Et enfin, on a une dernière recette à la phycocyanine, le pigment de la spiruline, et au maïtake, et ça c'est pour vivre mieux et plus longtemps. Je te laisse regarder ça dans le premier lien sous cette vidéo et je te laisse tout de suite avec la suite de la conférence. Les champignons aussi, on a vu que c'était un énorme réseau, et ce qui est intéressant c'est que vous avez cette analogie finalement avec notre système nerveux qui fonctionne aussi sous forme de réseau avec ses neurones, et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de champignons qui avaient ces propriétés à stimuler ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire pour schématiser c'est la formation de nouveaux neurones dans notre encéphale. Et la neurogénèse, en fait, c'est un processus qui est absolument vital pour notre organisme parce que ça nous permet de rester plastique. Et rester plastique, ça veut dire concrètement qu'on va mémoriser les informations, ça veut dire qu'on va pouvoir rester concentré et ça veut dire qu'on va éviter également les maladies neurodégénératives, encore une fois, Parkinson, Alzheimer et d'autres formes de démence. Vous avez des champignons comme ça qui favorisent la neurogénèse. Donc vous avez juste à côté un champignon qu'on appelle l'Ericium ou Lion's Mane, parce que vous voyez que ça ressemble un peu à une crinière de lion. Celui-ci, c'est pas la forme la plus connue. Ça, c'est une forme en fait qui anciennement appelée coralloïde, parce que vous voyez qu'en fait les petites branches ressemblent à du corail. Vous avez également des propriétés extrêmement étudiées et très intéressantes des champignons sur le système immunitaire. Donc ça, c'est notamment les pays asiatiques qui, contrairement à nous, en fait, n'ont jamais perdu leur lien avec les champignons, qui ont rapidement en fait, commencé à les étudier, notamment les Japonais, qui ont été suivis par les Chinois, les Coréens, etc. Et en fait, les Japonais, dans les années 70, ils ont créé un médicament qui était prescrit par le système de soins japonais et remboursé du coup par le système de soins japonais, qui était à base d'extrait raffiné du champignon que vous voyez tout à droite, qui s'appelle le Trametes versicolor,
aussi connus sous le nom de champignons queue de dinde, parce que ça ressemble un peu à un queue de dinde. Et en fait, ces champignons-là, ils produisent des polysaccharides qui stimulent l'activité de notre système immunitaire, qui nous permettent de nous débarrasser de tous les pathogènes, et ils sont utilisés dans un processus qu'on appelle la chimio-immunothérapie, c'est-à-dire qu'en fait, en parallèle de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., on va donner aux patients des molécules issues des champignons, et le résultat est assez incroyable. Aujourd'hui, on a beaucoup de recul, puisque je vous disais que ça a été inventé dans les années, fin des années 70, début des années 80. On sait qu'en fait, quand les patients prennent ces champignons en parallèle de la chimiothérapie et radiothérapie, ils ont une plus grande chance de s'en sortir. Ils ont une qualité de vie qui est améliorée pendant le traitement, parce que c'est quand même assez lourd, hein, un traitement anti-cancer. Et puis également, ils ont moins de chances de récidive. Parce qu'en fait, le cancer, c'est des mutations des cellules qui arrivent, qui créent les cellules cancéreuses. Mais lorsque vous bombardez toutes vos cellules sans faire de distinguo par des rayons, en fait, vous allez créer des mutations nouvelles dans les cellules, donc vous allez augmenter la chance d'avoir un nouveau cancer. Et donc les champignons permettent de prévenir ça. Vous avez aussi un rôle des champignons qui est extrêmement intéressant sur les maladies métaboliques. Donc vous savez que c'est un fléau de civilisation, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que quand vous mangez des nourritures sucrées, plus ça va, plus votre organisme en fait, est obligé de sécréter des doses importantes d'insuline, ce qui fait qu'en fait vos récepteurs ne deviennent plus aussi sensibles à l'insuline. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le prédiabète. Et le diabète, en fait, c'est pas une fin en soi, parce que lorsque vous avez un diabète, vous avez ensuite derrière une augmentation des risques, par exemple d'insuffisance rénale, de cataracte, de tout un tas de choses, puisque en fait le sucre qui circule dans votre organisme est un poison. Et donc, en trop grosse quantité, ça vient abîmer tous les tissus. Et donc, les champignons, en fait, améliorent la résistance à l'insuline. Ils sont également très riches en fibres, ce qui permet de réguler la glycémie de manière beaucoup plus optimale. Et donc, les champignons sont de formidables aliments pour régler notre métabolisme. Et les champignons, enfin, pour le microbiote, alors là, on a une pratique qui nous vient du Japon, qu'on appelle le kinkatsu. Kin, en fait, en japonais, ça regroupe tout ce qui va être champignons et micro-organismes. Et donc, c'est une pratique qui consiste à utiliser un maximum de nourriture lacto-fermentée, par exemple, mais aussi de consommer des champignons qui, pour eux, du coup, font partie de cette grande famille des kin. Et il est dit au Japon que cette pratique, en fait, permettrait d'éviter 90% des maladies. Et ça, c'est assez cohérent, parce que, en fait, quand on pense au corps humain, on a l'impression que toute l'information, elle est contenue dans nos cellules. Mais en réalité, eh bien, en fait, on a 3,3 millions de gènes qui sont contenus dans la diversité de bactéries et de champignons également qui nous habitent au sein de notre microbiote, mais aussi sur notre peau, etc. Et en comparaison, on n'a que 23 000 gènes dans nos cellules. Et donc, en fait, 99% de l'information qui constitue un être humain, elle vient plus des microbes qui nous peuplent que de nos propres cellules. Et ça, en fait, ça vous rappelle peut-être l'histoire des champignons dans l'émergence des végétaux, puisqu'on a vu que finalement, le champignon avait un rôle dans l'identité de la plante qui était presque plus important que celui des racines ou des feuilles. Voilà, j'ai fait un petit tour, une petite balade autour des champignons. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Et du coup, moi c'est Guillaume, j'ai écrit 2 bouquins, un sur les champignons médicinaux que vous avez juste là, et un autre sur l'émergence de la vie sur Terre grâce aux champignons, et un petit peu un balayage holistique de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. J'ai également des réseaux sociaux sur lesquels je partage des connaissances sur les champignons, les végétaux, la permaculture et pas mal de choses. Et puis j'ai récemment aussi créé ma marque de compléments alimentaires à base de champignons qui s'appelle donc ProVivant, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les champignons c'est la base du sol, le sol c'est la base de la vie, et tout part de là. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est utiliser les champignons pour vous rendre en bonne santé et rendre le sol en bonne santé, ce qui en définitive, c'est une pierre deux coups. Voilà, merci beaucoup. Merci.